BDS pour expliquer ce qu'est BDS et je n'ai pas très. Je n'irai pas plus loin là-dessus. L'Union, en deux mots, l'Union juive française pour la paix est la seule. Je ne sais pas si je parle assez fort. L'UGP est la seule association française juive, bien ouverte aux non-juifs, c'est-à-dire nous ne sommes pas communautaires. La seule association qui, pour la grande majorité des membres, s'affirme antisioniste. C'est-à-dire, voilà, j'ai expliqué tout à l'heure, cette année, Michel, en se promenant, principalement en France, les juifs français n'ont pas d'histoire avec le sionisme. Et il y a un certain moment, il y a une dizaine d'années, un peu plus, il nous est paru particulièrement intolérable qu'Israël se revendique de notre histoire, c'est-à-dire de la répression, de la destruction des Juifs européens et de notre propre histoire, et que, parle en notre nom, et que d'autre part, les institutions dites représentatistes comme le CRIF prétendent également parler en notre nom et nous représenter. Ces gens-là ne nous représentent pas, n'ont aucun pouvoir pour parler à notre place et aucun pouvoir pour soutenir en notre nom une politique qui n'a d'autre nom que une politique criminelle. Beaucoup de membres comme de mon âge, nous étions des anticolonialistes au moment de des guerres coloniales françaises. Nous n'avions jamais été obligés de parler en tant que juifs. Nous étions anticolonialistes, nous pouvions être communistes, nous étions, quelles que soient nos appartenances politiques, mais jamais nous n'avions été contraints pour lutter de faire valoir nos convictions personnelles et religieuses ou non religieuses. Nous sommes donc tenus dans ce combat criminel à affirmer notre judéité, mais c'est une judéité laïque dont le but unique est de dire pas en notre nom, c'est ce qui est écrit sur le badge qui est ici et sur la banderole qui est ici, pas de crime en notre nom. C'est exactement le rôle. Progressivement, dans le développement de la politique française de ces dernières années, nous sommes tenus de nous impliquer dans d'autres combats, principalement le combat contre le racisme, sous sa forme la plus extrême actuelle qui est l'islamophobie. Nous sommes membres d'une coalition européenne de juifs, antisionistes comme nous. Il y a en Europe occidentale, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Italie, en Autriche, il y a d'autres groupes un peu moins importants que nous, parce que la spécificité du judaïsme français, nous sommes les juifs, ce qu'on appelle grossièrement la communauté juive française, est la seule communauté europééne importante. Il y a environ 700 et quelques mille juifs en France, et c'est une des raisons de ce grand battage d'Israël vis-à-vis de nous pour nous prétendre nous protéger et autres, c'est que nous sommes un bassin, les juifs sont un bassin, un vivier, une réserve pour la colonisation unique en Europe. D'où les enjeux de ce discours sécuritaire permanent à notre égard et la pseudo-sollicitude des gouvernements à notre égard également. Donc, nous sommes membres d'un mouvement juif européen qui s'appelle aussi UJGP, les Juifs européens pour la paix. Nous sommes partenaires de l'ensemble des regroupements français, la plateforme pour la Palestine, ces groupes. Nous sommes aussi partenaires d'une plateforme internationale, parce qu'il existe une plateforme internationale
qui est regroupé à Bruxelles de l'ensemble des mouvements européens aussi de soutien à la Palestine. Donc nous sommes membres à part entière de CETA, et pour beaucoup, nous sommes également adhérents d'un groupe international d'origine américaine, parce qu'il y a énormément de juifs américains antisionistes, qui s'appelle IJAD, qui est une structure ouvertement antisioniste, où nombre d'entre nous, nous sommes également membres. Donc c'est-à-dire que notre mouvement n'est pas... il y a évidemment beaucoup il y a aussi des anticolonialistes israéliens qui sont sur l'opposition, nous travaillons aussi avec eux. Donc nous ne sommes pas tellement anachroniques, nous sommes minoritaires, c'est tout, mais nous ne sommes pas... Il n'y a rien d'exceptionnel dans notre combat, voilà, sauf cette affirmation juive que, à titre personnel et pour beaucoup de nous semble tragique, puisque nous sommes dans une république laïque, c'est quand même épouvantable de nous affirmer juifs pour ce genre de combat. Nous sommes effectivement avec 3 autres associations qui sont la campagne des missions civiles, les Génération Palestine, qui regroupe les étudiants qui travaillent sur la Palestine, et les étudiants auteurs, effectivement, de la campagne BDS France. Hein, c'est-à-dire, c'est une structure tout à fait horizontale à laquelle adhèrent des associations, des groupes locaux, des différents, mais qui n'est pas dirigée par une association particulière de soutien à la Palestine française d'une part, et nous travaillons uniquement à partir des demandes que font les Palestiniens. Et toutes les campagnes BDS qui sont initiées en France, quelle que soit la cible, que ce soit SodaStream, que ce soit la campagne Orange, là dont on parle beaucoup actuellement, ou que ce soit d'autres campagnes, c'est à la demande uniquement des Palestiniens. Et nous ne faisons rien au niveau national qui ne soit pas une réponse à une demande. Hein? Il faut être clair là-dessus, c'est-à-dire que ce ne sont pas des initiatives qu'on prenons comme ça parce que tout d'un coup, non. Ce sont des demandes précises, à des périodes précises, soit il y a des révélations, comme il se passe actuellement sur Orange, et il va y avoir très probablement des actions beaucoup plus importantes, soit, enfin, ce sont les Palestiniens qui coordonnent. Il y a des coordonnateurs palestiniens pour l'Europe, pour l'Amérique, pour certaines régions du monde, et ce sont eux qui conviennent de ce qu'il est nécessaire de mettre en lumière à tel moment précis. Ça, c'est sur le fonctionnement BDS. Hein. Donc, là-dessus, c'est à peu près clair. Je répondrai à vos questions tout à l'heure, au débat qu'on organisera, parce que je n'ai pas comme fonction de venir organiser à la place des camarades qui organisent la campagne, d'organiser la chose. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas professeur de droit, je ne suis rien du tout, je suis militant. La demande qui m'a été faite, c'est à la suite effectivement de ce qui vient de se passer à Montpellier. Peut-être que beaucoup, vous le savez, à travers les journaux ou simplement une information locale. Vous le savez à travers la circulaire Alain Gomari, à travers le discours de tout le monde, des politiques, des recteurs d'université et autres, et surtout depuis cet été, dénoncer Israël équivaut à de l'antisémitisme, hein, ce qui est évidemment tout à fait malhonnête, je vais en parler,
Et dernièrement, les camarades, ça fait donc moins d'un mois, hein, c'est passé le 19, le 20, le mois dernier, un groupe de camarades de Montpellier ont été convoqués à partir d'une plainte de la Ligue des droits de l'homme pour apologie de crimes contre l'humanité, rien de moins que ça, antisémitisme et autres balivernes de même nature. L'objectif est de faire peur, d'abord, de casser les reins à la campagne BDS qui fait peur et qui gêne Israël, évidemment, et les sionistes français. Et c'est à la suite de cette plainte ignominieuse que les camarades m'ont demandé si j'accepterais de venir traiter ce soir ici de la campagne BDS à travers deux questions qui vous tiennent à cœur et qui nous tiennent à cœur et qui nous semblent essentielles aujourd'hui. La question du crime contre l'humanité et la question de l'apartheid. Je peux me permettre de le dire si je le dis, mais je crois que vous le savez parce que ça a été dit dans le petit flyer, l'annonce que vous avez faite, hein, je crois. Hein. Je n'en tire aucun bénéfice, mais ça me tient particulièrement à cœur. Je crois que c'est écrit, donc je le dis. Je suis partie civile au procès de Klaus Barbie. Hein, pas tout seul, mais je fais partie des parties civiles parce que mon père a été déporté par Klaus Barbie et que ce crime, qui est un crime collectif parce qu'il fait partie d'un convoi, le fameux convoi du 11 août 1944 de Lyon, a été retenu comme étant un crime contre l'humanité. Donc, non pas que je sois un spécialiste, mais la question du crime contre l'humanité et la question de cette accusation ignominieuse me touche particulièrement, et à l'UGF me touche particulièrement. Donc c'est un tour de cette problématique qui est la problématique centrale de la campagne BDS et de BDS que j'interviens ce soir. Si vous le permettez, j'ai noté, pour introduire la chose, Vichy, la destruction des Juifs européens, la question coloniale ou la maladie chronique de la France. La campagne BDS, état des lieux, un miroir tendu par la Palestine à notre société. Je crois que c'est à peu près le cadre général de la situation en France. Je dis nous, pour la société civile, progressiste, c'est un nous collectif de société progressiste, de mouvement progressiste. Nous ne sommes pas à l'extérieur de ce mouvement. Je voudrais rappeler avant toute chose que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, il est écrit en toutes lettres que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il a été réaffirmé, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit à résister, y compris par les armes. C'est très important parce que le peuple palestinien, ce qu'on lui reproche, entre guillemets, y compris dans notre mouvement, c'est-à-dire même sympathisant, c'est ce qu'on appelle vulgairement la violence. On aime bien les Palestiniens s'ils sont non violents. Et on affirme en même temps qu'Israël a le droit de se défendre. Sauf que lui, il a le droit de se défendre avec des armes, et que les Palestiniens, non.
D'où cette réaffirmation, cette affirmation que le droit des peuples passe aussi par la résistance armée. Et je crois que ici en France, nous savons de nous parler. Donc, voilà. Nous l'avons entendu, nous l'avons lu. Il est question d'apartheid dans cette petite vidéo. Si l'on parle d'apartheid, obligatoirement nous parlons de crime contre l'humanité, puisque je vais vous l'expliquer, c'est ce que je vais expliquer les deux. L'apartheid est un crime contre l'humanité. Et donc je vais tenter de parler de ces deux concepts qui expliquent la campagne BDS. Et là, voilà. Ce sont deux concepts criminels qui, en fait, sont au cœur de la problématique du XXe siècle de la société occidentale, de la société européenne, pour le crime contre l'humanité et pour notre soutien également sans faille, je parle des gouvernements, et du gouvernement français particulièrement, à l'apartheid sud-africain. La France est le dernier pays à avoir dénoncé l'apartheid sud-africain, excusez-moi, évidemment avec Israël. Israël, il n'y avait pas tellement de... C'était normal. Dans un entretien récent, je ne sais pas, sur Internet, si vous avez vu ces derniers jours, Jacques Rancière, qui est un philosophe de nos amis, je veux dire proches de nous, a affirmé à propos de la volonté de stigmatiser une partie de la population française que la stigmatisation de cette population est liée à la question palestinienne et aux formes d'intolérance qu'elle nourrit. Analyse totalement juste. On ne mesure pas à quel point, dans notre société aujourd'hui, la question israélienne et la question palestinienne interfèrent. Pardon ? Je crois que c'est mesuré par une bonne partie de la population. Oui, c'est ça. Bon, donc, de plus en plus par la France. De plus en plus, on va parler. Donc, naturellement, je partage cette affirmation et je suis tenté de dire que c'est la question palestinienne, ou plus exactement la question israélienne, c'est-à-dire la politique israélienne, celle que nous avons vue, qui est au cœur de la maladie, de notre maladie française, hein, la maladie de la gauche, parce que la maladie de la droite, on n'est pas là pour soigner la droite. Hein, pardon. Et au cœur de la problématique que traverse l'ensemble du mouvement de soutien à la Palestine actuellement. Les difficultés pour certains qui suivent de près ou de peu la chose, entre les gens qui veulent boycotter que certains produits, ceux qui veulent pas boycotter les produits venant d'Israël, mais que des colonies. La semaine dernière, j'entendais un syndicaliste qui m'expliquait que le prolétariat israélien, si on le boycottait, voilà. Donc toute une série d'idées erronées qui paralysent. Il y a, on l'a vu là, les universités qui sont partie prenante du régime d'apartheid et de l'oppression et qui fabriquent des théories, qui fabriquent du matériel et qui travaillent. Donc les universités, donc les universitaires, le film, il y a une problématique et cette question-là traverse le mouvement de solidarité actuellement. C'est pour ça que le BDS est attaqué. Donc, naturellement, nous connaissons, nous tous, ce que signifie le crime contre l'humanité.
parce que nous savons que c'est au lendemain des crimes nazis et des procès de Nuremberg que ce terme a été défini. Mais il nous est extrêmement difficile et même pratiquement impossible d'admettre que d'un pays comme Israël qui se prétend juif et héritier de notre histoire fasse aujourd'hui perpétue des crimes contre l'humanité. Bien que nous ayons parfaitement compris à travers les différents procès qui ont eu lieu après la destruction de la Yougoslavie en Afrique et autres, il y a eu des procès pour crimes contre l'humanité. Donc l'idée que le crime contre l'humanité n'est plus uniquement un crime de type nazi, mais un crime moderne, c'est admis. C'est compréhensible par tout le monde, sauf quand il y a question d'Israël. Mais l'idée, nous l'avons, le crime est sorti de son origine fondatrice. Pour le crime d'apartheid, nous n'avons pas d'autre expérience que le crime d'Afrique du Sud, et nous n'avons pas non plus intégré que le crime d'apartheid est en fin de compte consubstantiel à la naissance d'Israël, dès 1948, et consubstantiel, frère jumeau du crime d'apartheid du Sud-Africain, qui est aussi né, c'est aussi formé juridiquement en 1948, en 1948. Ce sont deux régimes proches et différents, mais qui tous les deux sont apparus historiquement en même temps, tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. Pour ce qui nous concerne, nous, Français, nous sortions de la guerre, c'est vrai, mais nous venions à quelques jours près, le 8 mai 1945, de bombarder Sétif, de recommencer en Algérie. Nous étions engagés dans une guerre coloniale au Vietnam, dans des guerres ou dans la colonisation en Afrique en général, et nous n'avons rien dit de l'affaire israélienne, nous n'avons rien dit de la Nakba de 1948, qui était un déplacement forcé de la population palestinienne. C'est-à-dire 750 000 personnes ont été déplacées. C'était une vision colonialiste de l'histoire. Les Palestiniens n'étaient pas des Palestiniens, mais des Arabes. Et, à l'époque, grand bien leur face. Mais Israël n'était pas que ça. Israël c'était une époque où l'Union soviétique existait, c'était pas encore la guerre froide, c'était juste après la sortie de la guerre, mais donc, le système de déplacement d'avions et autres était relatif, et Israël était une plateforme occidentale, donc aussi l'encerclement de la Russie, de l'Union soviétique de l'époque. Donc Israël a, dès 1948, eu un rôle occidental, était une partie avancée de l'Occident pour le contrôle des richesses, mais aussi dans l'encerclement de l'Union soviétique. Et dans le fond, la question d'un pays pour les survivants était aussi quelque chose de tout à fait faux, puisque je ne sais pas si vous allez voir dans ce film, le prochain film, là, à travers la Nakba, vous verrez, pour ceux qui le verront, que la France, puisque c'était un des rares pays
à la fin de la guerre, encore pratiquement debout, ou en tout cas qui existait en tant que pays. Hein. L'Allemagne était détruite, beaucoup de pays étaient détruits, et les quelques déportés juifs survivants qui ont été autorisés à revenir en France, quand on voit ces fameuses images sur le retour des déportés, le retour des déportés juifs est un mythe, parce que très peu de juifs français déportés ont survécu, c'est 2 ou 3 000, et seuls ceux qui avaient été déportés à partir de la France ont eu la permission de revenir en France. Tous les survivants juifs des camps d'extermination européens ont été parqués dans des camps de transit en Allemagne avec aucune autorisation de s'installer où que ce soit. Il faut aussi le savoir. Hein? Ni en France, ni en Angleterre, ni en Amérique. Hein? Et c'est cette force, ce sont ces groupes qui ont été envoyés avec ces fameux bateaux en Israël, parce qu'il n'y avait pas d'endroit où ils étaient acceptés. Il faut aussi le savoir. Hein? Israël n'a pas été une terre d'accueil. Hein, qui a ouvert. Israël a utilisé naturellement ces survivants, mais ils sont allés là parce que nul ne les recevait. Il faut aussi bien se rappeler la chose. Donc Israël a eu plusieurs rôles. Hein. Récupérer les survivants étrangers, hein, c'est-à-dire de toute l'Europe, hein, dans des pays en ruine qui n'existaient plus pour certains, enfin, bon, d'accord, récupérer les survivants, base avancée de l'Occident, hein, et donc le rôle d'Israël, l'Europe, la France a fermé les yeux sur sa politique, si elle ne l'a pas aidé. La question israélienne est donc un vieux problème européen, un vieux problème français, et c'est le combat des Palestiniens qui a permis de sortir l'histoire, qu'ils réapparaissent et qu'ils réclament leur dû. Leur dû, c'est leur terre et leur droit légitime. Hein? Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui, je parle de nous, Français, et nous, société civile progressiste, confrontés à cette réalité qui a été masquée, que la gauche française, qu'elle soit communiste ou qu'elle soit socialiste à l'époque, a masqué aussi. Hein, c'est-à-dire c'est une histoire qui fait partie de notre propre histoire, hein, qui n'est pas quelque chose qu'on nous a, qui est né d'un seul coup, c'est notre propre histoire. On nous a présenté Israël comme un pays socialiste au début. Hein. L'affaire des kibbutz, c'était le socialisme. Ça a trompé tout le monde, nous-mêmes. Hein. Nous avons tous été trompés par les choses. Ils n'étaient pas plus socialistes et honte. Ils étaient Pardon ? Assez exceptionnellement. Oui. Ils étaient dès le départ colonialistes, et le colonialisme particulier parce qu'il était réservé aux seuls juifs. Hein. Et le travail, l'ensemble des moyens de production et autres était réservé aux juifs et pas aux Palestiniens. Donc, dès 1948, c'est-à-dire dès la formation de l'État israélien, l'apartheid est constitué. Il est constitutif de la création d'Israël parce que le travail est réservé aux Juifs, les Palestiniens ont été expulsés, les terres des Palestiniens deviennent propriété d'État, donc elles ne peuvent pas être rendues, et il y a dès 1948 tout un
un processus de loi qui sont des lois d'apartheid, tout simplement. Les Palestiniens qui vivent en Israël, qui sont restés, ont des droits, mais des droits minimums, vivent sous régime militaire au début. Hein, c'est-à-dire un droit différent. Et le droit au retour est interdit, les propriétés sont prises, les terres sont accaparées, l'État devient propriétaire de pratiquement 93% du sol, propriétaire des ressources, des sources aquifères, et l'apartheid commence effectivement en 1948. Tout le mythe que nous avons vécu, entendu, est erroné. Il y a dans ce que je dis aucune haine, hein, c'est un constat, il faut, voilà, je crois que c'est juste. Si c'est pas nous qui le disons, c'est plus difficile, on est là pour le dire, on est là pour le dire ouvertement. La campagne BDS, pour aller vite, parce que je ne suis pas là pour faire une histoire du sionisme, la campagne BDS est née en juillet 2005, c'est-à-dire un an après l'avis de la Cour internationale de justice, d'entre vous se souviennent, parce que c'est au moment de la construction du mur. La Cour internationale de justice a été saisie par l'Assemblée générale des Nations unies pour donner son avis sur la construction du mur. Et c'est ce fameux avis du 9 juillet 2004 qui dit dans le point 1 qui nous concerne et qui concerne la suite, c'est bien la campagne BDS, l'édification du mur qu'Israël, puissance occupante, c'est après donc la guerre de 67, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui y est associé sont contraires au droit international. Pour en revenir au mouvement de solidarité, pour ne pas étendre non pas la critique, mais le constat, le mouvement de solidarité, c'est-à-dire la FPS, tous les groupes qui constituent la base du mouvement de solidarité, nous ne sommes emparés que de la première partie de la proposition. Le mur est illégal. Et pour beaucoup, vous vous souvenez, il y a eu des campagnes contre le mur. Le mur a été dénoncé très rapidement. Il y a des films, il y a des films entiers, il y a des jeux. Mais nous n'avons pas vu, et nous n'avons pas prononcé la suite de l'énoncé et le régime qui lui est associé. Nous n'avons pas pu, c'est pour ce que j'expliquais tout à l'heure, nous ne pouvions pas l'intégrer parce que le nom du régime qui lui est associé est l'apartheid. Et ce concept lié à l'idée d'Israël était impossible. Et donc nous nous sommes battus sur un aspect tout à fait juste, l'illégalité du mur, la monstruosité du mur, sans en définir l'origine politique. Et ce sont les Palestiniens, un an après, en juillet 2005, qui ont lancé ce fameux appel à la campagne BDS, en le reliant à la campagne contre l'apartheid sud-africain, c'est-à-dire en nommant la nature du régime et en appelant justement sur ces bases et sur l'expérience de la lutte contre l'apartheid sud-africain à reproduire cette même bataille contre Israël sur la base du mot apartheid.
grande simplicité intellectuelle, politique. Hein, et en disant également, les États, c'est-à-dire quels qu'ils soient, les États ont failli parce que dans les recommandations de juillet 1944, il est demandé, en point 5, il est demandé que les États partis des conventions internationales fassent pression sur Israël, etc., cessent de travailler avec eux. Évidemment, aucun État ne fait quoi que ce soit. La France, on va parler de la France, on n'a pas besoin de montrer du doigt les autres et se fermer les yeux, nul n'a fait. Et c'est sur le constat de la faillite politique des États que les Palestiniens, c'est l'ensemble de la société civile palestinienne, appellent l'ensemble de la société civile internationale, c'est-à-dire nous tous. Ils n'appellent pas les partis, ils appellent les partis s'ils veulent, mais ils demandent à la société civile, hein, c'est-à-dire à nous tous, quels qu'on soit, que sous les formes qui sont les nôtres, nous appliquions cette politique de boycott des produits, de désinvestissement, c'est-à-dire d'exigence que des entreprises nationales, pour la France, Orange, il y a Veolia, il y a Suez, il y a une quantité de trucs, de banques, une quantité de choses, c'est-à-dire des investisseurs, puisqu'ils participent à travers l'apartheid aux crimes contre l'humanité, hein, et les sanctions, c'est-à-dire d'exiger que les auteurs des crimes soient traduits devant la justice internationale, c'est-à-dire la Cour pénale internationale. À l'époque, c'est avant l'attaque de Gaza vers 2008-2009, la France, le mouvement de solidarité français, est pratiquement dans l'incapacité de prendre en main cette campagne. Elle pose tous les problèmes qui sont les nôtres. Problèmes psychologiques, problèmes moraux, pas problèmes politiques dans le fond, mais problèmes moraux. Nous avons énormément de mal à imposer ou à construire cette campagne, et il faut attendre l'agression de l'hiver 2008-2009 de Gaza, avec à l'époque 1200 morts, je crois, je ne sais plus à peu près, pour qu'il y ait une réaction et que nous puissions, nous, en France, envisager de mettre en place cette campagne qui avait déjà suscité des réunions internationales. J'étais allé pour représenter le JFP, je crois, en 2007 à Bruxelles, et je le dis toujours, il avait été dit deux choses: il y a deux forces au monde, il y a l'impérialisme et la société civile. Et si la société civile s'unit, nous sommes plus forts que l'impérialisme. C'était la première réunion internationale sur BDS. Je pense toujours que cette analyse est juste. Et tout de suite après, d'ailleurs, c'était tout de suite, dès janvier 2009, le mot crime contre l'humanité a été prononcé à propos de la nature des crimes commis à Gaza. Et je me souviens que dès fin janvier, on a demandé une conférence sur le crime contre l'humanité, quelque part à Belfort, quelque temps après, je crois que c'était à Lausanne. Enfin, la conscience a commencé à s'emparer de cette notion qui était masquée. Donc, nous avons pu développer depuis cette campagne. Elle s'est développée progressivement. Il y a eu aussi un élément très important. Un certain nombre d'intellectuels au niveau français et international ont décidé de reconstituer un tribunal Russell. Je ne sais pas si pour certains âgés, si vous vous souvenez que pendant la Seconde Guerre du Vietnam, au moment de l'agression américaine au Vietnam, il y a eu un tribunal Russell qui était notre tribunal d'opinion, un tribunal de la société civile,
Pardon? Non officiel, mais... Même? Non officiel. Non officiel, mais qui a eu un rôle important parce qu'il a nommé, à l'époque, les crimes commis au Vietnam par l'Amérique, les États-Unis, et il a eu un rôle dans la société civile de l'époque de conscience. Et de nouveau, un certain nombre d'intellectuels, dont certains français, et puisqu'aujourd'hui, il y a 2 jours, François Maspero est mort, François était membre du tribunal de Bruxelles, celui qui s'est constitué, il faisait partie des intellectuels français qui étaient membres du tribunal de Bruxelles, et il y avait évidemment ce grand monsieur qui était d'ailleurs membre de l'UJFP, qui s'appelait Stéphane Hessel, qui en a pris la présidence. Et le tribunal de Bruxelles a eu un rôle important en Europe et en France dans la prise de conscience de la campagne BDS, dans la prise de conscience de la nature des crimes israéliens, les a nommés à travers différentes sessions la responsabilité des États, la responsabilité des entreprises, et surtout pour nous, dans le cadre de ce que nous avons entendu et dans le cadre de ce qui est ce soir, si ça vous embête, ou si vous voulez, vous me le dites, hein, s'il y a quelque chose qui vous... et surtout, en novembre 2011, la 3e session du tribunal de Bruxelles s'est tenue au Cap, c'est pas pour rien, en Afrique du Sud, et après 3 jours de débat, d'écoute, d'enquête et autres, on dit la politique israélienne est une politique d'apartheid. Pour nous, militants, c'était un événement considérable parce que nous le disions, mais nous n'avions pas cette capacité qu'avait levé le tribunal de Bruxelles. Mais la campagne, il faut être honnête, la campagne de solidarité a eu un mal fou à adopter ce mot. Justement, pour ce que ça veut dire, ça implique. Hein, Israël est encore présenté comme une victime de la seule démocratie du Moyen-Orient, le pays où les survivants de la Shoah et toute la merde. C'est donc excessivement complexe. Néanmoins, le mot est là. Le mot est enfin prononcé. Il rejoint l'affirmation des Palestiniens. Il en décrit, les fondements politiques et juridiques. Le tribunal de Bruxelles est un tribunal d'opinion, mais il y a des juristes internationaux exceptionnels dedans. Et nous avons eu, enfin, nous avons pu faire cette liaison entre la campagne BDS et la question de l'apartheid. Donc, depuis cet hiver 2008-2009, deux fois Israël a attaqué à nouveau Gaza. La dernière agression de cet été nous a tous, à travers le monde, a été particulièrement éprouvant pour évidemment les Gazaouis, et où que ce soit dans le monde, a suscité un mouvement de révolte jusqu'à présent peu connu. Et en septembre de 2014, c'est-à-dire il y a 6 mois, le tribunal de Bruxelles s'est à nouveau réuni en une session extraordinaire d'une journée de 2 jours à Bruxelles. Et après avoir entendu les témoignages, visionné une quantité de documents, il a été dit que les crimes qui avaient été commis cet été en Palestine, à Gaza, relevaient des crimes
contre l'humanité et d'incitation au génocide. Vous avez, je vous ai mis dans les documents le résumé du compte rendu de ce truc. Je laisserai Michel le document plus complet que vous pourrez multiplier, vous verrez. Nous sommes donc devant une réalité que nous ne pouvons plus ignorer. Crime d'incitation au génocide et crime contre l'humanité. Ça dépasse totalement d'abord ce qu'on peut imaginer, et puis ça remet en perspective tout le regard que l'on nous propose sur Israël. Ça permet de comprendre les enjeux de la campagne BDS et nos propres responsabilités. Je crois que, on l'a vu cet été, M. Hollande a félicité Netanyahou pendant les agressions. Il était allé quelques semaines avant danser chez la famille Netanyahou à Tel Aviv. Et tout au début de l'agression, l'ambassadeur de France donnait un bal de soutien et de solidarité pour les populations de Sderot, victimes des Qassam, je ne sais quoi, palestiniens, l'ambassadeur de France, au 14 juillet. C'est donc... Un quart de peau. Pardon ? Un quart de peau. Oui. C'est donc pour montrer toute l'ignominie de la politique française à propos des Palestiniens et cette responsabilité particulière, puisque si ce n'est pas nous tous, pas des personnes. Donc nous sommes bien de la société civile, nous sommes bien responsables, nous avons des pouvoirs plus importants que nous, on veut bien nous faire croire, et c'est de ça dont il s'agit. Je le comprends. La société, la campagne BDS cristallise en France, particulièrement en France, toutes les contradictions que l'on traîne depuis la fin de la guerre de 40. Quel que soit l'angle, que ce soit le colonialisme, que ce soit la participation de Vichy au crime nazi, que ce soit, quelle que soit, même aujourd'hui, la question politique qui traverse, les questions politiques qui traversent l'immigration et autres, toutes ces contradictions-là sont réunies dans la façon dont la société, dont les partis, les associations, le gouvernement traitent BDS, puisque le gouvernement criminalise BDS. L'opération menée par la LDH d'une part et l'ELCRA d'autre part participe, procède de la même démarche de criminaliser, de nous traiter d'antisémites, alors que de dénoncer les crimes israéliens, il n'y a rien d'antisémitique, il n'y a pas d'antisémitisme là-dedans. Et surtout, ça voudrait dire que, en tant que juifs, nous sommes au-dessus des lois, ce qui est intolérable. C'est effectivement, pour moi, comme je l'ai introduit, un miroir implacable qui nous est tendu et qui montre, qui éclaire cet angle mort de la réflexion progressiste française à l'encontre des Palestiniens. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas une critique vis-à-vis de personne, c'est un constat. Je dirais, elle ne s'adresse à personne comme une critique, elle s'adresse, c'est un constat qui pose tous les problèmes où nous soyons,
Et je crois qu'il faut qu'on l'aborde à travers cette perspective, sans quoi on se base sur des questions politiques qui sont secondaires. Bertrand Roussel, le fondateur du tribunal de Bruxelles, disait « Puisse ce tribunal prévenir le crime du silence ». Je crois que le mouvement de solidarité à l'étape actuelle a effectivement comme mission de briser le silence, qu'on nous impose à travers cette accusation ignominieuse d'antisémitisme. L'UJFP n'est pas un alibi dans le mouvement de solidarité. Nous avons notre place. Et nous sommes là aussi pour dire vous n'êtes pas, nous ne sommes pas, ce n'est pas un combat antisémite. Sur ça, j'ai levé arrêté. C'est donc, je n'ai pas fini, mais je vais finir là-dessus. BDS était, à mon avis, un combat qui nous concerne tous, parce que d'abord, il y a la question du droit international qui est menacée. Par exemple, récemment, Lieberman et Netanyahou se sont interrogés publiquement s'il fallait ou non dissoudre la Cour pénale internationale. C'est logique. Hein, si ça vous emmerde, pourquoi ne pas essayer de dissoudre, hein, ce serait l'idée même. Et qu'on puisse poser cette question, effectivement, si l'accusateur est là, pourquoi ne tuons pas l'accusateur? Donc, non, il faut surtout ne pas se laisser abuser par ces prétentions. La campagne BDS est pour moi une campagne moderne dans tous les sens du terme, parce qu'elle pose de façon absolue toutes les questions qui sont les nôtres, qui sont celles de nos enfants, des générations à venir, sur la sécurité, sur le droit, sur la façon dont nous vivrons, sur notre rapport à l'autre, comme disait Rancière avec notre concitoyen d'origine musulmane, maghrébine. Et à mon avis, c'est un enjeu majeur du XXIe siècle, c'est-à-dire de notre siècle. Je pense véritablement, j'ai la faiblesse d'être convaincu. Sur ça, je voudrais vous rappeler quelques points sur le crime contre l'humanité et la culture d'apartheid, et après j'en aurai fini de vous importuner avec mon discours. Sur le crime contre l'humanité, tout le monde sait quand est née cette notion, c'est au moment des premier jugement de Nuremberg, c'est-à-dire dès le début du tribunal de Nuremberg, hein, les nazis avaient été accusés de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. C'est la première fois, effectivement, qu'on avait affaire à ce concept. Il fallait trouver des mots pour juger à l'époque et à l'avenir, hein, et il avait été considéré que c'était un acte de violence déréglé, un cycle de pure destruction, sans autre fin qu'elle-même, c'est-à-dire les destructions, c'est ce qu'on voit à travers les guerres qui ont été menées au Liban par Israël, les guerres qui ont été menées en Palestine, celle de cette année à Gaza, de pure destruction, hein, détruire des hôpitaux, détruire des écoles, détruire tout, n'importe quoi, la destruction pour la destruction, hein, et aurait dit Winston Churchill, un mot de droit pour un crime sans nom. Il y a deux dates à retenir à propos du crime contre l'humanité. En décembre 1948, la Convention européenne dit que le crime contre l'humanité est imprescriptible.
Ça veut dire que les auteurs de ces crimes, quel que soit le temps jusqu'à leur mort, peuvent être poursuivis. C'est le fond, l'essence même du droit moderne, et c'est en ce sens que dans l'exigence de sanctions de BDS, il y a quelque chose de positif, essentiel, parce que nous savons qu'un jour ou l'autre, les criminels israéliens, politiques, militaires et religieux, seront traduits en justice. Et il y a actuellement des politiques, des officiers qui ne viennent pas en Europe parce qu'ils ont peur d'être arrêtés. Il y a dernièrement un officier qui devait être entendu par une commission, je ne sais laquelle, à Bruxelles, qui n'est pas venu. Et quand Netanyahou est venu le 11 janvier dernier, il est venu qu'avec l'assurance qu'il ne serait pas inquiété. Donc, l'imprescriptibilité est notre arme. Une petite virgule pour revenir sur le tribunal de Nuremberg et la création du concept de crime contre l'humanité. Rappelons quand même que c'est l'histoire écrite par les vainqueurs et que Brest et Hiroshima tout au bien. Je suis entièrement d'accord, mais je suis entièrement d'accord, mais je suis totalement d'accord. Ce que je veux dire simplement, c'est que ce concept est un concept moderne pour l'avenir et qu'il a cet avantage unique d'être imprescriptible. Ce qui nous donne à tous, de l'espoir. La preuve, c'est qu'on a pu arrêter Barbie en 95, c'est-à-dire 40 ans après les crimes, et qu'il a... c'est la preuve même de... Et à ce propos, il y a eu à Lyon en 2007, pour les 20 ans du procès, un colloque de 3 jours sur le crime contre l'humanité et juger le crime, et par quelque chose de curieux, le CRIF et toutes les institutions juives ont boycotté ce colloque tant qu'ils avaient peur que la question israélienne apparaisse. C'est important. Y compris Jakubowicz, dont nous parlions tout à l'heure. Il n'est pas venu. Donc, il y a donc ce 9 décembre, et le 26 novembre 68, la Convention internationale sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité précise qu'ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix. Ce qui concerne effectivement la question palestinienne. Nous sommes en temps de paix. Ceci est, à mon avis, aussi important que l'imprescriptibilité. À propos des crimes d'apartheid, c'est un peu plus compliqué, mais il y a des dates importantes qui nous concernent. Il y a d'abord, en décembre 1966, la résolution 2202 de l'Assemblée générale de l'ONU définit l'apartheid comme étant un crime contre l'humanité. Nous sommes dans la même géographie. Juste un petit renseignement. Pardon? Juste un petit renseignement. J'entends pas. Ah oui, je crois pas. Un petit renseignement. Un petit renseignement. Par rapport au crime contre l'humanité, s'il passe un jugement d'Israël par rapport à des homicides, qui sera condamné? Si y a un tribunal qui se crée, et au niveau d'Israël, pour juger le crime contre l'humanité. Oui. Quelles sont les personnes qui seront jugées? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est ceux qui ont fait l'action? Ou qui va être jugé? Les responsables politiques, il y a les responsables des lois, c'est ce que je vais il y a sont passibles de jugement.
les responsables politiques qui édictent les lois et qui donnent des ordres, les officiers militaires, les militaires qui exécutent, parce qu'il y a aussi dans le crime contre l'humanité une interdiction de participer, c'est-à-dire qu'on peut dire non. Hein. Et les responsables religieux, s'il y a des responsables, les responsables, ceux qui ont incité. Hein. Et si par exemple un militaire dit non, refuse. Pardon? Si par exemple un militaire refuse ce qu'on lui demande de faire, est-ce qu'il est jugé? S'il refuse de se présenter. Non, de commettre l'acte qu'on lui dit de faire, l'action. De participer. Et s'il n'exécute pas les ordres, il est jugé, mais il ne sera pas puni, il ne va pas mourir. Hein. On a tout le temps le droit de refuser. Hein. Le fondement de ce que nous reprochons aux nazis, c'est d'avoir accepté et de ne pas avoir dit non. On ne peut pas le reprocher aux nazis et l'accepter pour les autres. Et comme Israël se prétend le gardien de notre histoire, tout ça, il devrait être le premier à appliquer ce qu'on reproche aux autres. Il y a des kilomètres de livres pour dire que les Allemands se sont tus, que les Allemands ont participé, ce qui est vrai, mais ils pouvaient aussi dire non. Hein. Donc, pardon? Il n'y en a pas beaucoup. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, cette capacité de dire non, c'est notre capacité humaine. Elle n'a pas, il n'y a pas de loi. On peut même en mourir, mais il n'y a pas de loi. Hein? Et je vais vous trouver le terme exact là, dans le G92. Je vais vous le sortir, dire tout à l'heure. On peut dire non. Il n'y a aucune loi au monde qui interdise à un homme, enfin un humain, de dire non devant le crime. Hein. Et donc là-dessus, hein, et en plus, eux qui se disent tout ce que vous voulez. Donc, ils peuvent dire non. Donc l'apartheid est un crime contre l'humanité. Le 30 novembre 1971, la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid définit l'apartheid en 71. L'Afrique du Sud est toujours sous apartheid. Hein, et déjà, des définitions juridiques sont mises en place. L'article B de cette convention dit « Imposer délibérément à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux des conditions de vie destinées à entraîner leur destruction physique totale ou partielle. » Et à travers cet article, pour ce qui concerne la Palestine, il y a, en souligné dans l'article indiqué, l'accaparement des ressources naturelles. Hein, c'était déjà à l'époque pour l'Afrique du Sud. Donc pour Israël, ce sont les terres et l'eau, hein, l'apartheid de l'eau. La politique israélienne de spatiocide et la destruction partielle du groupe par le spatiocide, c'est-à-dire l'enfermement dans des espaces de plus en plus petits, et vers ça. L'article 7 de cette même convention de 71 dit « Le refus d'accès à la propriété, les Palestiniens n'ont pas le droit d'acheter des terres, les Palestiniens n'ont pas le droit de construire des maisons, les Palestiniens n'ont pas le droit de creuser des puits hein, pour l'eau, hein, de construire des aqueducs de transport d'eau. Donc il y a ça. Et l'article dédié concerne la confiscation des biens fonciers et immobiliers, donc des Palestiniens également, c'est-à-dire leur enlever tous leurs moyens de vie. Hein, ça fait partie du spatiocide. Hein. Et le 17 juillet 1998, c'est le statut de Rome sur la consécration juridique du crime d'apartheid, définitivement, et la mise en place et les statuts spécifiques de la Cour pénale internationale, cette fameuse cour qu'Israël aimerait bien voir disparaître. Ceci pour le crime d'apartheid. Enfin, à propos du tribunal Russell et de cette fameuse session du Cap que j'évoquais tout à l'heure,
Je m'excuse, je vais, si vous me permettez, si ça ne vous embête pas, je peux me permettre de vous lire les conclusions, ou si c'est trop long, ou non, je peux me permettre. J'en ai fait le double, une photocopie, pour que vous les reproduisiez, après pour vous donniez le matériel. Le tribunal recette conclut qu'Israël soumet le peuple palestinien à un régime institutionnalisé de domination. Ça, c'est 48, le régime institutionnalisé. Hein, il commence en 48. Hein, toutes les lois sur l'appropriation des terres, sur l'interdiction, tout ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ça le régime institutionnalisé de l'apartheid. De domination considérée comme apartheid en vertu de droit international. Ce régime de discrimination se manifeste sous une intensité et des formes variables à l'encontre de différentes catégories de Palestiniens selon le lieu où ils résident. Les Palestiniens vivant sous le régime militaire colonial dans les territoires palestiniens occupés sont soumis à une forme d'apartheid particulièrement grave. Comme exemple, par exemple, les Palestiniens des territoires occupés sont jugés par des tribunaux militaires dans les territoires occupés sous des lois militaires, et les Israéliens qui vivent dans les colonies légales des mêmes territoires sont jugés par des lois israéliennes en Israël. Ça, c'est l'apartheid. Il n'y a pas beaucoup. Hein, voilà. Les citoyens palestiniens d'Israël, bien que jouissant de droits de vote, ne font pas partie de la nation juive en vertu des droits israéliens et sont dès lors privés des avantages découlant de la nationalité. Ce sont les lois, hein, c'est ça le régime institutionnalisé, hein, et soumis à une discrimination systématique. Hein, voilà. Donc, indépendamment de ces différences, le tribunal de Bruxelles conclut que les pratiques d'Israël à l'égard du peuple palestinien où il réside, c'est-à-dire en Israël, dans les territoires occupés, mais aussi les réfugiés dans les autres pays, puisqu'ils ne peuvent pas revenir, hein, l'ensemble de cette politique peuvent être qualifiées dans son ensemble de régime d'apartheid. Hein, c'est-à-dire, ça couvre l'ensemble de la vie des Palestiniens où ils se trouvent depuis 1948. Hein. Alors, l'État d'Israël est légalement tenu de respecter l'interdiction d'apartheid comme le stipule le droit international. Israël est signataire des principaux textes du droit international. En plus d'être considéré comme un crime contre l'humanité, la pratique de l'apartheid est universellement interdite. Le tribunal a estimé que l'autorité exercée par Israël sur le peuple palestinien relevait de sa compétence à la lumière de la définition juridique de l'apartheid. L'apartheid est proscrit dans le droit international à la suite de l'expérience d'apartheid qu'a connue l'Afrique australe et qui répond à des caractéristiques propres. Cependant, la définition de l'apartheid s'applique à toute situation, partout dans le monde, où les trois éléments clés suivants coexistent. Deux groupes raciaux distincts peuvent être identifiés, c'est-à-dire le groupe les Juifs et les Palestiniens. Des actes inhumains sont commis à l'encontre du groupe subordonné, prison, tout, quelle qu'elle soit. Ces actes sont commis systématiquement dans le contexte d'un régime institutionnalisé de domination d'un groupe sur l'autre. Hein. Je crois que je n'ai pas besoin d'en insister, d'en dire plus. J'insisterai sur le point particulier, la persécution en tant que crime contre l'humanité. La plupart des témoignages qui ont été entendus par le tribunal en matière d'apartheid sont également valables en matière de persécution. Celle-ci constitue un autre crime contre l'humanité et peut être retenue par rapport aux pratiques israéliennes en vertu du principe du cumul des charges. Les responsabilités israéliennes sont infiniment plus grandes que les crimes commis à Gaza. Le mot cumul de charges veut tout dire. Hein? Je ne crois pas que je vais en dire plus. Je le releverai parce que ça quelque chose d'inouï dans les annales du droit international actuel. C'est le siège et le blocus de Gaza. Gaza est le plus grand camp de concentration au monde à ciel ouvert.
Il y a 1,8 million de personnes qui vivent dans des conditions inhumaines. Tu peux rappeler si tu la connais la densité. Pardon? Tu peux rappeler si tu la connais la densité au kilomètre carré de Gaza. Ça donne une idée de... Je ne l'ai pas en tête. C'est inouï. Je crois que c'est dans les 300-400. Oui, c'est inouï parce que d'abord Israël a tout le temps réduit les proportions, ce qu'ils appellent les zones de sécurité sont éventuellement agrandies, les villes sont détruites. Actuellement, je crois que c'est hier ou avant-hier, il est mort encore 5 personnes brûlées vives dans un incendie parce qu'ils n'ont pas de lumière et qu'une bougie a mis le feu à la maison. Au domicile qui a soit la forme et 5 personnes ont été brûlées, vives, c'est fréquent, c'est tout à fait fréquent. Il y a évidemment la prise pour cible de civils lors des opérations militaires de Gaza et la destruction massive des logements, des lots, de l'approvisionnement, de tout. Hein. Et ça, c'est effectivement la pire des répressions collectives, c'est totalement interdit dans le droit international, interdit dans les conventions de Genève, mais là-dessus, il faut être très, je m'excuse de le dire, il faut être très vigilant. Il est à mon avis plus important de dénoncer les crimes de droit, comme les crimes d'apartheid, que de dénoncer prioritairement les infractions au droit humanitaire, parce qu'il y a aussi une tendance à l'humanisme, et ce que demandent les Palestiniens, c'est un humanisme, c'est le respect du droit, de leur droit. Donc je suis sensible à cette différence. Le tribunal de Bruxelles, encore une fois, en septembre de l'année dernière, appelle la société civile à soutenir sans réserve le mouvement BDS, de soutenir les actions s'opposant à l'accès des marchés internationaux des entreprises israéliennes, de se montrer solidaire des activistes qui tentent de fermer les entreprises complices de crimes commis contre les Palestiniens, de faire activement pression sur le gouvernement, c'est le nôtre. Hein. Je pense que nous sommes tous et toutes partie de cette fameuse société civile à laquelle s'adressent les Palestiniens, et que par définition, le tribunal est une émanation de notre propre conscience. Voilà, je ne souhaite pas en dire beaucoup plus, je m'excuse d'avoir été long, et je propose qu'autour de ce qui a été exprimé là, on puisse débattre, si vous le voulez. Merci.